Dominique Pellico, condamné à 20 ans de prison pour viol aggravé sur son ex-épouse, la Cour a suivi les réquisitions et n'a prononcé aucune amnistie pour les co-accusés. 120 tonnes d'aide livrées par l'armée française dans l'archipel de Mayotte. Le bilan toujours provisoire fait état de 31 morts après le passage du cyclone Chido. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme, dans le cadre de l'affaire dite Bismuth par la Cour de cassation mercredi. L'Ukraine, le retour de Donald Trump et l'attitude à adopter vis-à-vis de la situation en Syrie, un agenda chargé pour le dernier Conseil européen de l'année 2024. Le Premier ministre libanais dénonce les violations du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah alors qu'Erdogan réitère le soutien de la Turquie au Liban. Le tribunal d'Avignon condamne Dominique Pellico à 20 ans de prison pour viol aggravé sur son ex-épouse. Les 5 juges professionnels de la Cour criminelle du Vaucluse ont suivi les réquisitions du ministère public et prononcé la peine maximale. La Cour a par ailleurs déclaré coupables les 50 co-accusés âgés d'entre 27 et 74 ans. Le procès s'est ouvert le 2 septembre et a ravivé les questions autour des violences sexistes, de la soumission chimique et des rapports entre les sexes. Dans toute la France, des femmes et des hommes se sont rassemblés en soutien à Gisèle Pellico. L'ex-épouse de Dominique Pellico dit espérer que ce procès aidera d'autres femmes à s'exprimer. Et en fait, je pense que quand je suis arrivée en France, I think it has changed society already along these 4 months. As the day the trial started, we started to talk a lot and think a lot, and we went through so many emotions. Pendant 10 ans, Dominique Pellico a drogué son épouse et l'a offerte à son insu à des hommes rencontrés sur Internet. 120 tonnes d'aide ont été livrées à Mayotte après le passage du cyclone Chido qui a dévasté l'archipel de l'océan Indien. La cargaison contenait des conserves et de l'eau potable pour répondre aux besoins les plus urgents des habitants des 2 principales îles. Abris de fortune, maisons construites en dur, arbres, rien n'a résisté à Chido dont les vents ont atteint samedi plus de 220 km/h. Selon les autorités, le bilan officiel est actuellement de 31 morts, mais on craint que des centaines de personnes ne soient décédées. Des milliers de personnes sont toujours portées disparues et les secouristes affirment que l'odeur des corps en décomposition commence à devenir insoutenable. En outre, 1500 personnes ont été blessées, 200 d'entre elles se trouvent dans un état critique. Elles sont soignées dans un hôpital qui lui aussi fonctionne à 50% de ses capacités. Les autorités locales affirment qu'un tiers des 300 000 habitants de l'archipel vivent toujours dans une situation précaire. Le président français Emmanuel Macron doit arriver à Mayotte ce jeudi matin. Sa visite a pour but de montrer sa solidarité avec les habitants du département français d'Outre-mer. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme, dans le cadre de l'affaire dite Bismuth. La Cour de cassation a confirmé mercredi la décision d'une cour d'appel qui avait reconnu Nicolas Sarkozy coupable de corruption et de trafic d'influence durant son mandat entre 2007 et 2012. Avec l'aide de son avocat Thierry Herzog, l'ancien président aurait obtenu des informations confidentielles de la part d'un haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, en échange d'un poste important à Monaco. Une accusation que Nicolas Sarkozy nie toujours fermement et contestera devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il espérait évidemment que la Cour de cassation suive la solution de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça n'a pas été le cas. Il est donc contraint d'engager une nouvelle action, d'aller chercher plus haut la garantie des droits auxquels il prétend. Nicolas Sarkozy est le premier président de la Ve République à être condamné à de la prison ferme pour des actes commis pendant son mandat. Une décision qui intervient alors qu'un nouveau procès à son encontre s'ouvrira le 6 janvier prochain pour examiner les soupçons de financement par la Libye de sa campagne présidentielle de 2007. Les dirigeants de l'Union européenne s'apprêtent à clôturer l'année 2024 par un sommet qui est le premier du nouveau président du Conseil européen, le Portugais António Costa. La question de la guerre en Ukraine, avec la participation attendue du président Volodymyr Zelensky, figure en tête de l'ordre du jour. Ce dernier a rencontré cette semaine le Premier ministre polonais Donald Tusk, dont le pays assurera la présidence tournante de l'UE dès le 1er janvier. Frankly speaking, we have to deliver, and
no way, of giving up since the Russian beer, comes closer and closer. So it's a matter of our security. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche dès le 20 janvier et sa promesse de mettre fin au conflit dans un court délai, l'UE se demande si Washington restera l'un de ses principaux alliés et pourvoyeurs d'armes sur le front contre la Russie. So I will not believe that the US will totally withdraw. They will maybe say we give less, but force us to give more. But that's what we're doing and what we have to do. La situation en Syrie après la chute du régime de Bachar al-Assad est un autre sujet brûlant et on se demande surtout quelle sera la position de l'UE vis-à-vis des millions de réfugiés syriens qui vivent sur le continent depuis 2011. La posizione che è stata espressa anche dal governo italiano sui richiedenti asilo è una posizione molto chiara ed è una evoluzione rispetto alla conclusione del regime di Assad. Quindi sostanzialmente non ci sarà una richiesta di asilo all'interno dell'Unione Europea perché possono rientrare agevolmente nel territorio siriano oggi. Un agenda donc chargé pour les dirigeants européens, mais il n'est pas certain que des propositions concrètes soient faites avant le début de l'année prochaine. Russian troops are closing in on Pokrovsk from the east and from the south. They are now approximately 3 kilometers away from this key logistics hub sitting on the western edge of Donetsk region. UK Defense Ministry states they're approaching the south of Pokrovsk after the capture of Shevchenko village just south of the city, around 2 to 5 kilometers away from Pokrovsk. Shevchenko itself lies at the intersection of two routes leading into the town. So the UK Defense Ministry assesses that Russia will likely continue to make gains towards Pokrovsk while also continuing to advance westwards to the center of the town. The Institute for the Study of War reported, according to Russian mill bloggers, Russian forces drove Ukrainian forces out of Novotroitsk, this is southwest of Pokrovsk, and advanced in these areas south, southeast and southwest of Pokrovsk. Now, Pokrovsk is the key stronghold in the southwestern part of Donetsk region, holding back Russian forces from advancing further towards Dnipropetrovsk region and the regional capital of Dnipro, home to 1 million people and serving as the main hub for Kyiv's operations in southeastern Ukraine. L'Allemagne veut augmenter la taille de ses forces armées en recrutant plus de 30 000 hommes et femmes dans ses rangs, et ce pour atteindre 230 000 membres. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a annoncé ce plan ambitieux en répondant aux questions du Bundestag. Outre-Rhin, on dénombre actuellement un peu plus de 180 000 militaires actifs, mais les forces armées allemandes peinent à recruter depuis des années. Les objectifs que s'est fixé Boris Pistorius risquent donc de compliquer encore davantage la situation. Ce dernier a expliqué que le plan de croissance du personnel permanent vise à atteindre les capacités requises par l'OTAN. Depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, l'OTAN exige en effet de ses membres qu'ils augmentent leur capacité de défense afin de renforcer l'alliance pour faire face aux dangers représentés par la Russie. Recep Tayyip Erdogan réitère le soutien de la Turquie au Liban. Le président turc a reçu son homologue libanais à Ankara. Recep Tayyip Erdogan et Najib Mikati disent leur volonté d'agir ensemble pour aider au retour de la stabilité en Syrie et dans la région. La rencontre s'est tenue au moment où des factions pro-turques et kurdes s'affrontent dans le nord de la Syrie. De son côté, le président libanais dénonce le non-respect du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. وهذا العدوان متواصل لسوء الحظ عسكريا بشكل مباشر من خلال الخروقات اليومية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي وهذا مخالف لورقة الالتزامات الخاصة بوقف إطلاق النار. Le Premier ministre turc appelle la communauté internationale à faire pression sur Israël pour que l'État hébreu respecte l'accord de cessez-le-feu. Recep Tayyip Erdogan dit par ailleurs l'engagement de la Turquie à protéger l'intégrité de la Syrie après la chute de Bachar al-Assad. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması da
aynı şekilde ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir başka husustur. Türkiye bu süreçte ihtilafın başından bu yana yaptığı gibi Suriye halkının yanında duracak, gereken her türlü katkıyı sağlayacaktır. Le chef des nouvelles autorités syriennes, Abou Mohamed Al-Jolani, tente de convaincre sur les capacités de son groupe à pacifier la Syrie. Israël n'est pas convaincu et la vice-ministre des Affaires étrangères parle d'un loup déguisé en agneau. L'envoyé des Nations Unies pour la Syrie, Geir Petersen, appelle à une transition politique crédible et inclusive pour la société syrienne. Selon l'envoyé, ce processus devrait se dérouler dans le cadre d'une résolution de l'ONU adoptée en 2015 pour aider à négocier une solution politique dans le pays. S'adressant aux journalistes mercredi, Geir Petersen a également appelé à l'élaboration d'une nouvelle constitution en Syrie. There is a lot of hope that we can now see the beginning of a new Syria. A new Syria that, in line with Security Council Resolution 2254, will adopt a new constitution that will ensure that it is a social contract, a new social contract for all Syrians, and that we will have free and fair elections when that time comes, after a transitional period. Hayat Tahrir al-Sham, le principal groupe rebelle qui contrôle désormais la Syrie, a mis en place une administration intérimaire composée de membres de ce qu'il nomme son gouvernement du salut. Celui-ci supervisera le pays jusqu'en mars prochain. Mais le dirigeant d'HTC, Ahmed Al-Shara, n'a pas encore donné de détails quant à une éventuelle transition vers un gouvernement définitif en Syrie.